que juste Parfait. je remette le contexte. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session live de notre série Infectiologie, qui, pour rappel, a été lancée depuis déjà presque 4 ans en partenariat avec l'ASPILF et la revue Infectious Disease Now. Donc là, merci de nous avoir rejoints sur cette session en direct. On est ravis de reprendre cette série là en septembre, après une saison qui était assez sportive et assez intense avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et donc là, justement, on a le plaisir d'accueillir avec nous ce soir professeur Adrien Lemagnan, qui est médecin, chercheur et chef de service de maladies infectieuses et tropicales au CHRU de Tours. Donc bonsoir professeur. Euh, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser donc prendre la main, partager votre écran pour commencer votre topo et j'en profite juste une dernière minute pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box QR que vous voyez normalement en bas de votre écran et on va essayer de répondre au maximum de questions en fin de session. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long et je vous souhaite une belle session. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci encore au webinaire infectieux de m'avoir proposé cette invitation. Et je vais donc essayer de parler ce soir du risque infectieux et de pratiques sportives et de pratiques sportives et des risques infectieux. Tout en n'étant pas forcément un immense spécialiste du sujet. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le plus grand sportif de la Terre, mais j'ai la chance d'avoir pu participer. Donc, on s'intéresse quand même pas mal aux maladies infectieuses. Et j'ai eu la chance de participer en tant qu'éditeur dans Infectious Disease Now au numéro spécial que nous avions fait sur sport et infection, qu'on a coordonné avec Dr Alexandre Amaille. Et donc, cette présentation a déjà été faite. Je l'ai déjà présentée au JNI de Deauville. Et on essaie de refaire un peu une overview des liens entre pratiques sportives et maladies infectieuses dans notre pratique quotidienne. Alors, sport et médecine, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Depuis les débuts de l'histoire de la médecine, depuis Hippocrate, l'activité physique modérée est pressentie comme favorable à la santé et elle est préconisée. Galien le reprend de manière active avec son fameux Mens sana in corpore sano et la pratique sportive régulière était vraiment considérée comme euh, quelque chose qui amenait la santé et qui était signe de bonne santé. Et au cours du Moyen Âge et de l'époque classique, le sport est devenu un petit peu moins à la mode, un peu moins mis en avant et était quelque chose qui était peut-être un petit peu euh, moins important et perçu comme parfois dangereux, notamment l'excès d'activité physique pouvait déplacer les humeurs et était moins mis en valeur. Et finalement, la physiologie qui a extrêmement progressé à partir du siècle des Lumières, et notamment les découvertes sur la physiologie de la circulation sanguine au XVIIe et au XVIIIe siècle, puis sur la physiologie musculaire au XIXe, ont permis vraiment la naissance d'une médecine du sport avec les débuts d'une vraie recherche scientifique par les hygiénistes de la fin du 19e siècle, en particulier le docteur Fernand Lagrange, qui a théorisé vraiment les effets physiologiques de l'activité physique sur la santé. Cela aboutit dès la fin du 19e et surtout au début du 20e, sur la promotion de l'activité physique dans un but de prévention de la santé, et même au début du 20e siècle, vraiment à visée de santé publique, notamment dans la lutte contre la tuberculose. En fait, être au grand air permettait de limiter le risque, permettait de développer la capacité pulmonaire et donc de prévenir et la transmission et les effets de la maladie, le développement des colonies de vacances, hein, qui étaient vraiment liées à ça, où on apprenait pendant les colonies de vacances des façons de se protéger et des règles d'hygiène, etc.
cette glorification de l'activité physique pouvant parfois servir des motifs politiques, on l'a bien vu au début du XXe siècle, avec la mainmise un petit peu sur le sport par les puissances, les grandes puissances montantes des années 20 et des années 30, et avec l'importance du sport dans notamment, malheureusement, l'idéologie nazie ou d'autres. En parallèle de ça, il y a aussi une médicalisation qui commence, des séances d'entraînement pour les sportifs de plus en plus importantes pour essayer d'optimiser les performances. Par la suite, les préoccupations infectieuses étant en net déclin dans les années 60, avec notamment l'arrivée des antibiotiques, la notion de sport santé, vraiment à visée préventive et de manière beaucoup plus généraliste, se diffuse à visée préventive, notamment sur les maladies cardiovasculaires. Et ça se développe depuis beaucoup plus récemment sur un ensemble de pans, que ce soit en cancéro, que ce soit mais même pour les maladies infectieuses, et on en parlera un petit peu à la fin. Alors, le sport a pris une place de plus en plus importante au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il y a toujours existé des stars du sport qui étaient un peu des idoles, un peu des héros. Mais c'est encore plus le cas depuis dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc on va s'intéresser à la santé des athlètes, à leur vie privée, y compris en cas d'infection. Et ça a permis, dans certains cas, de mettre en lumière certaines pathologies. Et ils ont vraiment été des espèces d'ambassadeurs des maladies infectieuses, parfois sans qu'il n'y ait aucun rapport avec leur pratique sportive. On retiendra l'exemple notamment de Magic Johnson, qui était basketteur pro de la NBA, qui annonce sa séropositivité en 1991. Et c'est un coup de tonnerre dans le monde du sport et va se poser très rapidement la question du risque de transmission du VIH au cours de la pratique sportive. Arthur Ashe, pareil, champion de tennis dans les années 70, qui est opéré d'un pontage en 83, où il contracte le VIH, qu'il annonce publiquement en 92, un an avant sa mort, où là aussi, ça a été un traumatisme important. Et ça a posé plein de questions sur comment se protéger, est-ce qu'on pouvait faire du sport de haut niveau quand on était séropositif pour le VIH. En tout cas, ces deux athlètes ont eu le mérite de rendre public leur infection à un moment où on n'avait absolument aucune solution à proposer. Et donc, c'était un point extrêmement important qu'ils ont permis d'en parler, en tout cas. Et ça peut être aussi, donc ça, c'est ces deux infections, pour le coup, Magic Johnson ou Arthur Ashe, ils n'ont pas contracté de VIH lié au sport. Mais d'autres sportifs ont pu le faire. Et donc, au-delà du VIH, les infections peuvent expliquer des sous-performances sportives. Donc, on va parler par exemple d'Audrey Merle, une triathlète française qui a raconté dans un livre son combat contre la maladie de Lyme de 2016 à 2019, qui l'a écarté des compétitions internationales. On peut parler aussi de Chris Froome et du Tour de France 2022, qui avait été marqué par une épidémie de Covid-19 au sein des coureurs, et jusqu'à 17 coureurs qui ont abandonné le Tour de France, dont le quadruple vainqueur Chris Froome. Et après, il y a d'autres exemples. Alors, j'ai pas mis vraiment un sportif, mais je voulais parler de Guillaume Depardieu dans les stars qui ont eu, lors d'une activité physique, des complications qui ont mis en avant les maladies infectieuses. Donc, Guillaume Depardieu, qui a eu un accident de la route en 1995 en scooter, avec une fracture ouverte multicompliquée de la jambe droite, qui a eu 17 interventions chirurgicales, qui finit par faire une infection nosocomiale de la jambe droite, et avec un combat qu'il a mené pour la lutte contre les infections nosocomiales. Il décide en 2003 d'une solution radicale de l'amputation, et il décède malheureusement des complications de son infection en 2008. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que au départ, c'est du sport moteur, entre guillemets, c'est un accident de moto il en a parlé, il en a fait parler largement autour de lui, et ça aboutit en fait euh, au fait qu'on parle des infections nosocomiales, des infections articulaires, et ça aboutit à finalement la mise en place des centres de référence pour les infections articulaires indirectement, mais ça y a participé. Alors, les infections liées directement au sport, en fait, on va parler de différents agents infectieux en fonction de différentes pratiques. Pour chaque pratique sportive, en fait, on va avoir des risques infectieux qui sont différents. Euh,
On va mettre un petit peu à part, mais c'est quelque chose qui existe et qu'il faut prendre en considération, simplement les événements sportifs et les épidémies. À l'occasion d'événements sportifs de grande ampleur, ben, les JO en sont un très bon exemple, on peut avoir, et il a été documenté, un certain nombre d'infections, que ce soit par contamination aéroportée, le Covid-19, la rougeole ou autre, par contamination digestive lors de grands événements, en particulier donc des TIAC, que ce soit par contamination directe cutanée, mais parfois, dans les événements sportifs, il y a aussi des. On a parlé d'Arthur Ashe et de Magic Johnson. Le coup de tonnerre de l'annonce de leur séropositivité a été suivi de grandes discussions sur est-ce qu'on peut, notamment dans les sports de contact et dans les sports avec risque de saignement, transmettre des maladies sanguines, transmettre le VIH, transmettre le VHB, transmettre le VHC. L'histoire est plutôt rassurante puisque pour le VIH, il y a deux cas documentés. Un cas de boxe à poing nu, vraiment dans les années 80, avec un des sportifs qui n'était pas sous traitement. Et il n'y a aucune autre infection certaine documentée, avec une incidence qui est estimée à 1 sur 85 millions en football américain. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement faible. Pour l'hépatite B, il y a deux épidémies documentées, une dans une école de sumo et une à l'occasion d'une course d'orientation, dont on n'a pas forcément bien compris les tenants et les aboutissants. Pour l'hépatite C, il y a un cas documenté, c'est sur injection d'anabolisants euh, en cas de pratique pardon, de l'haltérophilie. Excusez-moi. On peut aussi avoir des expositions environnementales liées au sport, notamment tout ce qui est sport outdoors, on va le voir, les sports d'eau, et beaucoup moins documenté les sports avec les animaux, mais alors ça, on va moins en parler puisque c'est quand même très très peu documenté, et il n'y a pas de choses qui sont absolument certaines. Alors, si on prend les sports de contact et les infections cutanées en règle générale, oui, ça pour le coup, c'est bien documenté. La pratique sportive peut être associée à un risque d'infection cutanée. Des infections cutanées bactériennes. Et le premier risque, c'est vraiment le staphylocoque doré. On va en parler un peu plus en détail. Mais le streptocoque, finalement, et notamment le streptocoque pyogène, peut tout à fait être une problématique et on peut avoir des contaminations croisées d'infections à streptocoque superficielles dans le cadre d'un pétigo, dans le cadre d'érythrasma ou autre. Il y a un truc un peu particulier dans les infections cutanées bactériennes, c'est les dermites de bain, et notamment les dermites de jacuzzi, qui sont bien souvent des infections, des espèces de folliculites diffuses à Pseudomonas aeruginosa, qui sont favorisées par les bains chauds et notamment les jacuzzis. Donc c'est l'image qu'on voit ici en haut à droite. Dans les infections cutanées transmissibles, dans le cadre des sports de contact, on a également des infections virales. On a en particulier l'HSV1, où il y a des cas décrits et c'est le nom de la pathologie est évocateur, c'est l'herpès gladiatorum, donc qui est des localisations d'herpès sur la peau glabre, et qui vont se transmettre en général en cas de contact un peu musclé et appuyé en lutte notamment, mais également décrites dans le football américain ou en rugby. Il y a aussi des transmissions qui sont plus tardives, hein, mais qui ont été décrites, que ce soit le papillomavirus ou le molluscum contagiosum. Et on a également des infections, le sport expose des infections fongiques, les teignes par contact, même s'il y a peu d'épidémies décrites, mais les dermatophytoses sont intimement liées au sport et notamment le fameux pied d'athlète, donc la dermatophytose de la peau glabre, en cas de macération, notamment c'était le cas dans les chaussures un petit peu à l'ancienne, un petit peu fermées. C'est beaucoup moins un souci aujourd'hui. Alors, staph doré, on va en parler un peu plus précisément parce que c'est un vrai sujet pour le coup. Puisqu'il peut y avoir d'authentiques épidémies qui peuvent vraiment limiter la pratique de sport et vraiment donner des épidémies qui nécessitent
des prises en charge particulières et ont pu faire annuler certains événements sportifs. Le portage de staff chez les athlètes, il est à peu près le même que dans la population générale, mais il semble être un peu plus important chez les sportifs qui pratiquent le sport collectif et les sports de contact, avec un portage qui est estimé entre 20 et un peu plus de 50%. Si le SARM est peu fréquent en Europe, hein, estimé de 0 à 13%, 13% c'était en Italie, il est classiquement établi à plus de 35% aux USA. Avec notamment aux USA le clone USA 300 qui est porteur de la toxine de Penton-Valentine et qui a des critères de virulence importants et va donner facilement des infections cutanéo-muqueuses potentiellement sévères. Et certains auteurs ont recherché dans l'environnement de ces sportifs de sport collectif, hein, et 40% de l'environnement est contaminé, avec principalement les ballons, mais également les appareils de musculation, etc. Et donc, il y a plusieurs épidémies d'abcès cutanés ou de furonculose un peu sévères qui ont été décrites. Il y a d'assez nombreuses descriptions dans la littérature. Et ça peut même être considéré comme un problème de santé publique. Euh, Elles augmentent au cours de la saison sportive et les facteurs de risque qui ont été authentifiés, c'est la présence de lésions cutanées chez les sportifs, la contamination des équipements, alors les jacuzzis, les gels de massage, les serviettes collectives, notamment dans le cas de partage d'équipements, hein, les casques au football américain, les partages de serviettes, et qui peut être un vrai souci. Et la prévention repose avant tout sur des mesures d'hygiène. La décontamination assez précautionneuse des surfaces et des équipements, d'hygiène individuelle, d'hygiène des mains, douche et lavage, douche après la séance et lavage des vêtements après la séance, protection des lésions cutanées avant les séances d'entraînement et de casse qui permet de limiter la transmission à d'autres, hein, et également de limiter, si on est contaminé par du staff, de limiter le risque d'infection cutanée. Et certains ont essayé la décolonisation individuelle, qui n'a qu'un effet que provisoire, et ne semble pas être une mesure vraiment possible. Ça permet, au cours d'une épidémie, notamment euh, pendant le tournoi à destination avec plusieurs cas d'infection cutanée à staph doré, ça permet en fait de poursuivre la saison en cassant un petit peu le cycle épidémique, mais ça ne règle pas le problème et vraiment, la vraie prévention repose sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives. Au-delà des risques cutanés, on peut se poser la question du risque infectieux dans la pratique sportive en contact avec de l'eau. Ça a été un sujet, et on en reparlera un tout petit peu à la fin, ça a été un sujet sur les JO. L'exposition à l'eau peut exposer au risque infectieux. Alors quand on regarde finalement, réellement, ce risque, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Alors ça concerne principalement le sport aventure et le sport en eau libre, bien plus que les sports marins et encore bien plus que les sports en intérieur. Globalement, la natation professionnelle pose assez peu de problèmes d'infection. Dans le sport aventure et en eau libre, c'est principalement les eaux stagnantes, mais les eaux circulantes sont tout à fait concernées également. En revanche, là où il y a une vraie différence, c'est que en milieu tropical, ce risque est nettement augmenté par rapport au milieu tempéré, avec un effet aggravant des pluies abondantes et en particulier des ruissellements. En effet, un lessivage par une pluie abondante qui va se déverser dans le fleuve ou dans le lac ou dans l'étang dans lequel a lieu la compétition peut drainer avec lui tout un tas de déchets et notamment des déchets contaminés. On pense en particulier aux litières de rongeurs qui sont, comme on va le voir, le risque le plus important. En effet, le risque numéro un pour l'eau, c'est vraiment la leptospirose. Il y a beaucoup d'épidémies qui sont rapportées, qui sont documentées pour tous les sports d'eau en immersion, avec des taux d'attaque qui vont jusqu'à 40%. 40%, c'était pour un trail qui avait lieu en Amérique du Sud,
et donc un taux d'attaque de 40% sur le plan d'eau traversé qui était contaminé par la leptospirose après donc un fort épisode de pluie. Euh, pour les formes symptomatiques, on a une incubation qui est classique pour la leptospirose de 10 à 14 jours. On a quand même 10% de formes sévères, ce qui est tout à fait significatif. La prévention, là encore, repose sur la protection des plaies. La leptospirose, c'est une maladie qui est transmise par les urines des rongeurs principalement, donc qui sont le principal réservoir. Donc la spirochète va pénétrer dans l'organisme principalement via l'eau par les plaies potentiellement. Donc la protection des plaies avant la mise à l'eau peut être intéressante pour limiter le risque de contamination. Et le port de vêtements de protection semble également être un facteur protecteur, même si ça n'a pas été complètement prouvé. Le diagnostic précoce permet un traitement précoce et donc de limiter les complications qui, pour rappel, sont, pour les formes graves, des complications qui sont plus liées à la réaction immune individuelle que réellement à l'infection en elle-même. La vaccination se pose, la question de la vaccination se pose, même si, pour rappel, la vaccination n'est efficace que contre quelques sérotypes de leptospire et ça reste un vaccin qui a une immunité de relativement faible durée. C'est un vaccin polysaccharidique, donc qui n'est pas recommandé à titre systématique, qui est parfois proposé, notamment dans le monde du kayak. Il y a d'autres risques bactériens qui ont été rapportés. Il y a des cas de myéloïdose dans des mud days, dans des courses d'obstacles dans la boue. Donc ça, c'est effectivement, ça a été documenté, c'est exceptionnel et d'une exceptionnelle gravité également. De la tularemie, après ruissellement, là encore, avec du canoë-kayak et des diarrhées invasives, que ce soit salmonelle principalement, mais aussi campylot, avec des cas d'ingestion d'eau ou de boue, principalement dans des contextes de sport-aventure, donc des ultra-trails en particulier. Le risque parasitaire existe, au moins théorique, même s'il est moins rapporté, il est moins fréquent. Il y a eu des cas rapportés de bilharziose acquis en rafting en Afrique de l'Ouest. En France, on a connu il y a 3-4 ans, si je ne m'abuse, un épisode de cercariose à l'occasion d'exposition à l'eau de rivière. Il me semble que c'était notamment la Loire avait été pas mal contaminée. La cercariose, c'est une bilharziose du canard dont les larves, quand elles sont en grande concentration dans les eaux de rivière peu remuantes et un peu chaudes, peuvent donner une affectation, enfin une infection pardon, cutanée assez superficielle chez les baigneurs. Pas d'événements sportifs, en tout cas de haut niveau, concernés par la cercariose à ma connaissance. Euh, Dans la Tamise, il y avait eu des documentations de giardiose et cryptosporidiose dans, en cas de baignade. Euh, et on a quelques cas dramatiques documentés de l'abîme mangeuse de cerveau, la Naegleria fowleri, dans les eaux stagnantes chaudes aux USA. Là encore, c'est plus du sport loisir que réellement du sport professionnel, mais c'est un risque à prendre réellement en compte. Et enfin, il faut parler du risque viral, qui est probablement le plus à risque dans le cadre de compétitions en eau et particulièrement en eau libre. Les épidémies de norovirus et d'autres virus de gastroentérite, mais en particulier le norovirus qui aime bien l'eau, avec des taux d'attaque dans ce cas-là très élevés, de l'ordre de 10 à 40%. Et c'est vrai que c'était un des risques, euh, un des risques suspectés euh, pour les JO de Paris. Sport outdoor, ça peut être dans l'eau, mais finalement, la définition de sport outdoor, elle est très large. Et ça va être tout ce qui va être running, tout ce qui va être trail, tout ce qui va être course d'orientation. Et finalement, si on reprend euh, toutes ces définitions de sport outdoor, hop, je, je- c'est bon, je pense. Le sport outdoor, c'est le sport préféré des Français et on estime que 40% de la population française pratique ce genre de sport. Et alors, si on exposait
à l'environnement et à la forêt, aux trails, etc., forcément, on va être exposé aux tiques. Et donc là, il y a deux risques qui ressortent, c'est le Lyme et le TBE. Alors, la tick-borne encephalitis. Globalement, ça a été bien recherché et il y a eu pas mal de... On a essayé de retrouver des facteurs de risque d'exposition. Et globalement, ces cas de zoonose à tiques en cas de pratique sportive nécessitent vraiment l'exposition aux zones boisées et donc aux tiques dures du genre Exodes. Et on a mis un cut-off, on a trouvé un cut-off à 5 heures par jour outdoor. Et donc ça, c'est une étude allemande qui avait montré que quand on était à plus de 5 heures par jour, on avait un risque très nettement augmenté notamment de maladie de Lyme. Et paradoxalement, c'est pas forcément instinctif, mais les sports qui étaient le plus à risque, c'est la course d'orientation en 1. Alors ça, pour le coup, ça s'entend, puisque euh, c'est l'orientation sportive, hein, donc c'est-à-dire vraiment dans les bois, en milieu perdu. Et qu'en deuxième, on avait le cross de descente. Et là, on se dit que quand même, les tickets elles sont rapides. Et venait ensuite le golf, puis le marathon. Le marathon qui finalement arrive en dernière position, puisque le marathon se fait majoritairement en zone urbaine, et donc il y a moins d'exposition. On estime, ça c'était une étude américaine me semble, qu'il y avait 0,2 morsures pour 1000 heures passées en outdoor et qu'on arrivait au maximum à 1,5% de sérologie de Lyme positive après morsure. Donc finalement un risque qui par rapport à l'exposition est relativement faible, mais ça concerne quand même une telle partie de la population que ça peut se voir. Aux USA, dans les autres maladies vectorielles, on a pu retrouver de l'ehrlichiose et il y a des épidémies qui ont été documentées de rickettsiose en cas de trail. On est sur d'autres espèces de tiques dures dans ce contexte-là. En termes de prévention, j'ai parlé principalement du Lyme, mais il ne faut pas oublier la tick-borne encephalitis, qui, pour rappel, un virus, enfin qui est une encéphalite provoquée par un virus spécifique des tiques dures du genre Ixodes, dont la zone d'endémie concerne quasiment toute l'Europe de l'Est et quasiment jusqu'à la péninsule Kamtchatka. Donc ça couvre vraiment toute l'Europe de l'Est jusqu'à l'extrémité de la Russie. Euh, il existe un vaccin il est de plus en plus préconisé dans les grands événements outdoor, une vaccination tick-borne encephalitis avant l'exposition à ces trails. Une autre solution, c'est les vêtements couvrants et l'application de répulsifs cutanés. Les vêtements couvrants en cas d'ultra trail, c'est toujours discutable, mais c'est effectivement la meilleure protection possible. Et enfin, l'assurance individuelle après, après exposition, qui reste le plus important. On préconise habituellement de faire une surveillance individuelle juste après le trail et quelques heures après, 8-10 heures après, un deuxième look pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tic accroché. Le sport outdoor, ça peut aussi rapprocher de la faune sauvage. Et la faune sauvage, il y a certes par l'intermédiaire d'éthiques, mais ça peut être un peu plus direct. Et il y a une autre zoonose qui est classiquement rapportée avec le sport outdoor, c'est la tularemie, souvent par inoculation directe. Et quand on reprend les cas de tularemie en France dans les déclarations obligatoires, dans 12% des cas, le sport outdoor était le contexte probable d'inoculation. Et on sait on peut en voir après, notamment griffure par les ronces. Ça a déjà été documenté. On a documenté également les antiviroses après des pluies abondantes, là encore une fois après du ruissellement. De la fièvre Q, alors ça c'est beaucoup plus anecdotique. La fièvre Q en cas de passage près d'élevage contaminé et l'histoplasmose dans le cas de passage en cas de grotte dans les grands trails. Oui, vous leviez la main, Madame Chacrone. Non, non, pardon, c'est... Pardon. Pardon, allez-y. Enfin,
dans le sport extrême du sport extrême, on a les mud days et les conditions extrêmes. Donc, les gastro-entérites dans la boue, ça on en avait parlé, les surinfections cutanées qui peuvent être même parfois un peu sévères. Mais ça reste quand même des sports de niche et c'est peut-être pas plus mal. Si on va plus loin et qu'on s'écarte un petit peu de l'infectiologie, tout en restant un petit peu dans le coin, je voulais parler, moi, je m'occupe pas mal d'infections auto-articulaires et donc l'accidentologie sportive, je ne pouvais pas ne pas en parler. Les premiers, c'est bien évidemment les sports mécaniques, hein, puis l'équitation, puis le patinage, puis les sports collectifs. Euh, L'incidence est difficile à évaluer. Il y a finalement assez peu d'études qui ont regardé spécifiquement ce risque-là. Mais on estime qu'il y a 2,3 accidents pour 1000 expositions, donc 4% de fractures dans les sports collectifs. Donc c'est principalement, donc c'était une étude US, hein, donc c'est principalement du football américain et du soccer, donc du football européen. Et donc 4% de fractures. Parmi ces fractures, un tiers étaient des fractures ouvertes. Encore une fois, ça paraît pas énorme, mais sur le volume des participants de sport co, ça fait quand même un nombre important. Une autre étude avait regardé dans les sports mécaniques et qui ressortait comme un facteur de risque de fracture ouverte avec un risque multiplié par 100 par rapport aux autres pratiques sportives. Et alors, vous allez me dire, la fracture, bon, ben, c'est pas vraiment de l'infectiologie. Oui, mais la fracture ouverte, pour le coup, est à risque d'infection important, de l'ordre de 10 à 30% selon l'étude. Et l'infection post-fracture, pour le coup, alourdit très fortement le pronostic fonctionnel, avec un retour au sport très inconstant et au mieux retardé. Et dans une carrière pro, ça peut être vraiment une catastrophe et ça peut être la fin d'une carrière pro. Et donc c'est pour ça que ça c'est quand même un point qu'il faut, à mon avis, auquel il faut faire attention. Donc voilà un petit peu une overview des risques spécifiques aux différentes pratiques sportives quand on parle d'infection. Et maintenant, quand on a une infection, est-ce qu'on peut faire du sport? Est-ce que ça change quelque chose à la pratique sportive? Alors, quand on est sur du sport modéré, d'activité physique sans intensité majeure, et quand on n'est pas sportif pro, probablement qu'il n'y a pas un risque majeur. Mais pour les sportifs pros, ça a été pour le coup bien étudié, ou pour le sport intensif en règle générale. Et clairement, être infecté diminue les performances et augmente le risque de blessure. Et c'est là-dessus que c'est important. En plus de ça, ça altère très nettement la récupération et le temps de récupération et les capacités de récupération. Et c'est Eschner qui, en 93, a proposé un test, le neck check, et donc qui est en fait de voir si l'infection est au-dessus ou en dessous du cou. C'est très pragmatique, mais ça marche pas mal et ça a été adopté par la plupart des médecins du sport. Donc en gros, quand l'infection est en dessous du cou, c'est-à-dire infection pulmonaire, infection urinaire, symptomatique ou autre, on va attendre jusqu'à résolution complète des symptômes pour reprendre l'entraînement. Quand c'est au-dessus du cou, donc toutes les infections ORL, on va pouvoir reprendre le sport à quantité modérée. On fait 10 minutes d'exercice à mi-intensité. Si les symptômes sont stables, on peut continuer avec un entraînement qui sera un petit peu allégé à mi-intensité. S'il y a une augmentation des symptômes, là, il faut arrêter puisque on est dans le risque de blessure plus important et l'altération de la récupération. On grade progressivement l'effort avec augmentation tous les 1 à 2 jours pour chaque journée d'entraînement manqué. Mais c'est vrai que ça peut avoir quand même une incidence, notamment en cas d'événement sportif majeur, et on l'a vu notamment avec la Covid. On peut se poser la question aussi des anti-infectieux et de la pratique sportive. Est-ce qu'on peut faire du sport quand on est sous antibiotiques? Alors les fluoroquinolones, c'est un vrai souci et on dit souvent qu'il ne faut pas, surtout pas prendre de quinolone si on fait du sport. Les complications musculotendineuses sont parfaitement décrites, hein, et c'est de toute évidence, la classe des fluoroquinolones est associée à une prise de tendinite et de rupture du tendon d'Achille avec un hazard ratio qui est de l'ordre de 1,
de 1 à 4, enfin de 1,15 à 4, de plus 15% à x4, et avec une incidence estimée à 17 pour 100 000, ce qui n'est pas énorme finalement. Euh, et surtout, une littérature très discordante, avec un effet en fonction de la molécule qui va varier en fonction des études et en fonction de la méthodologie de recherche, et pas particulièrement de sur-risque, de facteurs de risque, de sur-risque de rupture. Notamment, l'activité physique ne semble, c'est très discordant, parfois c'est délétère, parfois ça ne l'est pas. Mais c'est en tout cas associé à des myalgies, arthralgies à l'effort. Et donc, c'est vrai que en cas de quinolone, on va peut-être faire attention et y aller de manière progressive en cas de traitement par quinolone. Et chez un sportif de haut niveau, à contrario, on va limiter la prescription des quinolones, notamment en préparation d'événements sportifs de grande ampleur. Et finalement, quand on regarde de manière plus générale, il est suggéré très fortement que d'être sous antibiotiques simplement fait baisser les performances sportives. Il y a des descriptions d'asthénie, de troubles digestifs, qui peuvent être directement liés aux antibiotiques ou à l'infection qui est à l'origine de la prescription. Et la perturbation du microbiome est quelque chose qui est évoqué dans les complications des antibiotiques et qui pourrait être limité et associé à une limitation des compétences sportives. Et là-dessus, il y a un essai qui est surprenant chez l'animal de McNamara. Euh, donc c'est le schéma qu'on voit ici en bas à droite. Ils ont comparé deux populations de souris, des souris entre guillemets normales, non entraînées, et des souris qu'ils ont entraînées à courir dans une roue de manière importante. Et c'est les high runners. Et on les fait arriver à un niveau d'entraînement important et donc avec une stabilité. Vous voyez que là, elles s'établissent en moyenne à plus de 18 000 tours dans la roue, là où la population contrôle est aux alentours de 5 000 tours dans la roue. Et ils leur ont donné, au bout de 14 jours d'entraînement, 10 jours d'antibiotiques à large spectre. Chez les souris contrôle, ça ne change strictement rien. Il n'y a pas d'effets secondaires qui sont décrits. Il n'y a pas d'effets secondaires particuliers qui sont décrits chez les souris test, mais en revanche, il y a une réduction très nette des performances dans la roue, avec une baisse tout à fait significative du nombre de tours faits par jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrêt des antibiotiques, pendant la période de récupération de 12 jours, chez les souris contrôle, toujours ça ne bouge pas. L'effet de l'antibiothérapie ne change pas grand-chose. Chez les souris, entre guillemets, sportives, on voit que cette baisse des performances persiste après l'antibiothérapie, donc qui peut être associée, en tout cas c'est la conclusion des auteurs, à une perturbation du microbiome. Alors le microbiome des athlètes, on en parle beaucoup, et finalement, qu'est-ce qu'il faut en dire? On sait que, en tout cas chez les athlètes, quand on regarde leur microbiote, il y a une plus grande diversité alpha et bêta en termes de nombre de bactéries, en termes de diversité bactérienne et d'espèces. Il y a une plus grande complexité et donc des fonctions métaboliques qui sont plus riches. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence? Et là-dessus, comme toujours sur l'étude sur le microbiote, les données sont assez discordantes et vont dépendre énormément des façons de poser la question et d'évaluer la question. Ce qu'on sait, c'est que il y a certaines études qui ont montré une amélioration de l'endurance chez la souris quand on fait une transplantation de microbiote fécal. Et donc, on a essayé de chercher quels étaient les microbes de la performance sportive et des papiers proposés, et donc notamment le papier de Sheyman, avait supposé le rôle de Veillonella atypica comme bactérie, la bactérie du sportif. Notamment, l'explication physiopathologique, c'était que cette espèce métabolise les lactates en propionate et donc diminue la concentration de lactate et permettrait d'améliorer les choses. Le problème, c'est que la reproductibilité a été très modérée chez l'animal et chez l'homme, pas du tout. Et alors, il y a d'autres bactéries qui ont été suspectées d'être favorables aux sportifs. Archemantia mucinifila, Faecalibacterium prausnitzii, qu'on retrouve dans plein d'études sur le microbiote. Ça fait partie des bonnes bactéries. On peut se demander de l'effet de l'alimentation. Et ce qui est certain aussi, c'est que l'exercice physique en lui-même a aussi un effet
significatif sur la diversité du microbiote. Donc, quelle est l'œuf, quelle est la poule? Pour l'instant, il est difficile de savoir. Ce qui est certain, c'est que un sportif en bonne santé a un microbiote qui est plus riche. Mais je ne pense pas qu'on en soit encore à la suggestion de RMC Sport de la transplantation fécale chez les athlètes. L'immunité et la pratique sportive, c'est un point qui est important pour essayer d'expliquer un petit peu cette physiopathologie du sport. On peut se demander, est-ce que le sport est bénéfique? Est-ce que le sport est délétère? Eh bien, on va voir que c'est plus complexe que ça. L'activité physique modérée va être associée pendant l'exercice à une réponse pro-inflammatoire initiale importante, médiée par l'IL-6 en particulier. Et pendant l'effort, on a une hyperleucocytose APNN et une augmentation des cytokines pro-inflammatoires. Assez rapidement, au bout d'un effort conséquent, une VO2 max à plus de 80%, on commence à avoir une sécrétion de cortisol. Et à l'arrêt de l'effort, pour la phase de récupération, on a une chute très rapide de l'IL-6 et une stimulation importante des cytokines anti-inflammatoires, notamment IL-10 et IL-1RA. La décroissance du cortisol est beaucoup plus lente et donc il garde un effet dans la récupération. Et on va avoir en fait une migration intratisculaire des leucocytes pour aller réparer au plus vite. Et voilà. Et quand on fait de l'exercice répété, d'intensité modérée à intense, en fait, on va améliorer la performance de ce cycle inflammation-récupération avec une promotion des facteurs de croissance, avec une moindre activation pro-inflammatoire au moment de l'effort, mais un effet anti-inflammatoire modéré qui est nettement prolongé. Et ça, sur l'immunité, il semble que ça a des effets tout à fait positifs, avec un meilleur rétrocontrôle, une meilleure balance inflammation-anti-inflammation. Et il y a certaines études qui suggèrent une meilleure réponse vaccinale chez les sportifs de haut niveau, qui suggèrent une meilleure efficacité lymphocytaire en cas d'efforts répétés modérés. Mais parfois, c'est trop. Et en cas d'activité physique beaucoup plus intensive, beaucoup plus prolongée, on voit que les mécanismes sont un petit peu différents. Certes, on a toujours l'IL-6 qui monte très rapidement, et quand on prolonge l'effort, en fait, on va diversifier les cytokines pro-inflammatoires. On va avoir de l'interféron gamma, du TNF-alpha, de l'IL-1 bêta, et on va avoir une sécrétion qui est beaucoup plus importante de cortisol, avec une balance pro-inflammatoire, anti-inflammatoire qui va être un peu plus poussée, à la fois très pro-inflammatoire et à la fois très anti-inflammatoire, et qui potentiellement peut avoir des effets plus délétères. Et en pratique, si ces efforts sont trop répétés et trop rapprochés, on peut aboutir à un état pro-inflammatoire persistant et avec une certaine corticorésistance. Notamment sur les ultra-trails, on a montré chez les sportifs qui font de l'ultra-trail un syndrome inflammatoire qui persiste 48 à 72 heures. Et au-delà de de cet effet inflammatoire, de ce syndrome inflammatoire, on a une chute drastique et à l'inverse, un effet anti-inflammatoire persistant avec une lymphopénie à moins de 1000 à J5 chez 15% des sujets. Donc finalement, on va pouvoir aboutir, en cas d'effort très intense et prolongé, à une dysimmunité et notamment, donc, tous les sports d'ultra-endurance, il faut comprendre que pour l'organisme, c'est un équivalent de sepsis. Il y a un risque de rhabdomyolyse et que finalement, on peut avoir vraiment des complications. Et c'est pareil pour les efforts intensifs répétés, avec notamment en cas de fréquence des compétitions, etc. Quand on ne respecte pas les périodes de récupération, on va se retrouver dans les mêmes effets que ces efforts extrêmement prolongés, extrêmement intenses. Et finalement, dans ces cas-là, on a un surrisque qui a été clairement montré d'infection chez les athlètes en compétition. Alors, c'est principalement des infections peu graves, hein, des infections respiratoires hautes, mais également des infections cutanées ou gastro-intestinales. Et le surrisque est clairement montré pour les efforts très prolongés, très importants. Après, il faut prendre ces résultats avec des pincettes, puisqu'il y a beaucoup de facteurs confondants, hein, notamment pour les efforts intensifs répétés sur des compétitions qui se multiplient. Il y a plein de choses, hein, qui rentrent en jeu. Il y a le stress de la compétition, il y a le changement de rythme, d'alimentation, de voyage, des décalages horaires importants. Et finalement, on a des réponses qui ne sont pas du tout linéaires et on n'a pas de seuils qui sont décrits, donc il y a probablement plus de complexité là-dedans. Alors, si faire du sport améliore
la récupération, l'immunité, etc. Pourquoi ne pas en faire un médicament? Et ça, clairement, l'activité physique, en tout cas modérée et régulière, a des bénéfices prouvés dans un certain nombre de maladies. C'est parfaitement connu dans le cas du diabète, de l'obésité, du syndrome dépressif, des maladies cardiovasculaires en règle générale, notamment du syndrome métabolique, d'un certain nombre de cancers, que ce soit en termes d'incidence, mais également de récupération et de réponse au traitement, dans les rhumatismes inflammatoires. Un truc qui nous concerne un peu plus en maladie infectieuse, c'est que, il y a un bénéfice qui a été montré dans les syndromes douloureux fonctionnels chroniques, hein, en tout cas dans certains d'entre eux, et dans le cadre d'une activité physique adaptée, bien évidemment aux compétences des patients, régulière et dans l'idéal supervisée. Alors on a dans ce contexte, en France, le développement des maisons sport santé. On n'y est pas très habitué, nous encore, infectiologues, mais c'est quelque chose qui est intéressant, qui est développé par les municipalités ou les collectivités communes, et avec la disponibilité de coachs sportifs spécialisés qui vont pouvoir justement adapter le niveau d'intensité et de la rééducation et encadrer les patients vers une amélioration de leur activité. Alors, en infectiologie, dans quoi ça pourrait avoir sa place? Dans le VIH, pour le coup, il a été montré que l'activité physique supervisée permettait une amélioration nette de la qualité de vie. Et ça peut être vraiment une option pour certains patients pour lesquels on est en difficulté, notamment avec une qualité de vie qui est estimée comme mauvaise ou modérée. Et surtout, c'est quelque chose qui est très intéressant dans les syndromes post-infectieux. Euh, on a bien entendu parler du Covid-19, le Covid long, avec la proposition de réhabilitation respiratoire 6 à 12 semaines dans un certain nombre de recommandations et qui semble avoir des effets tout à fait bénéfiques. Avec en revanche l'importance d'une activité physique adaptée. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un professionnel du sport qui va adapter les efforts, puisqu'il y a aussi des cas décrits de décompensation justement en cas d'activité physique trop intense dans le Covid. Et la maladie de Lyme, en tout cas le PTLDS, hein, donc Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, donc les syndromes fonctionnels post-maladie de Lyme traités, il y a potentiellement un grand bénéfice à cette activité physique supervisée, et d'ailleurs les recos suisses l'ont repris par analogie avec les syndromes fonctionnels douloureux chroniques. Donc voilà un petit peu pour l'overview sport et infection en règle générale. Ce topo avait été présenté avant l'été, en juin, pour la première fois, et je me suis demandé un petit peu finalement, est-ce que ça a tenu ses promesses? Est-ce que vraiment les JO de Paris montraient un surrisque infectieux? Et bah, ça a mal commencé, et assez vite, on a vu émerger des risques. Effectivement, la scène, ça faisait un peu peur. Et le 31 juillet, la triathlète belge Claire Michel abandonne l'épreuve mixte de triathlon puisqu'elle est tombée malade après l'épreuve dans la Seine. Et certains responsables avec forte audience ont pu transmettre cette une de Libé. J'ai vomi 10 fois, 24 autres athlètes ont eu besoin de soins médicaux après avoir nagé dans la Seine. Donc ça y est, c'est le début. Bon, ben, malgré tous les efforts et toutes les dépenses faites pour nettoyer la Seine, eh ben, on est parti dans le risque infectieux. Bon, en fait, ça c'était une fake news. Et donc, il n'y a jamais eu d'épidémie de fait. Et c'est en fait un photomontage clairement de déstabilisation et qui a été retweeté malheureusement par certaines personnes très suivies. Et d'ailleurs, l'athlète belge en question réfute complètement les informations comme quoi elle a été contaminée par Escherichia coli après avoir nagé dans la Seine. Et finalement, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais il n'y a pas eu de risque infectieux majeur. Et finalement, quand on refait le bilan des JO, il n'y a eu aucune alerte épidémique d'ampleur, que ce soit pour les participants ou donc participants athlètes ou les participants en tant que spectateurs. Notamment, une des inquiétudes que nous avions, c'était le risque d'arbovirose dans un contexte de pandémie de dingue, la plus importante depuis 10 ans, et avec beaucoup de moustiques tigres. Mais heureusement, les températures du début des JO nous ont permis d'éviter ça.
Voilà, je m'arrête là pour cette overview. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Si vous avez des questions, c'est maintenant à vous. Simplement un take-home message. Sport et activité physique en général, globalement, effet positif sur l'immunité et sur la régulation de l'inflammation. En cas de sport de très haute intensité, globalement, c'est peut-être pas forcément très bon pour la santé, avec un risque infectieux qui est modéré. Il y a un intérêt certain en thérapeutique dans l'infection chronique et dans le syndrome post-infectieux, j'en suis absolument certain. Risque infectieux et particulier, sport collectif et infection de contact, infection cutanée, pardon. Sport outdoor et infection environnementale. Le risque est finalement assez faible et relativement bien connu des sportifs, mais il faut y penser, et notamment quand on est médecin de premier recours. Et surtout, on peut insister sur la prévention, sur la vaccination, sur l'hygiène en particulier. Et je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie Alexandra qui était coéditrice avec moi de ce numéro spécial. Bien sûr, Jean-Paul qui nous aide toujours dans ces moments et ancien sportif de haut niveau pour le coup et qui nous a bien épaulés dans ce numéro. Et tous les rédacteurs du numéro spécial olympique d'ID Now, Anna Farou et toute l'équipe d'ID Now. Et je vous dis à bientôt en Touraine pour ceux qui veulent suivre les JNI 2025. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour ce topo très complet, en effet. Il y a juste une question dans les questions posées par rapport aux tiques et qui dit les tiques du genre Ixodes sont présentes en France ou uniquement en Europe de l'Est ou aussi? Alors, les types du genre Exodus, elles sont présentes à peu près partout en zone tempérée. Il y en a dans toute l'Amérique du Nord, il y en a dans toute l'Europe. En revanche, plus on descend vers le sud, en fait, c'est des tiques qui ont besoin d'humidité. Donc, plus on est en zone aride, moins il y en a. Et elles sont quasiment absentes en fait de tout le pourtour méditerranéen. En tout cas, en Afrique du Nord, on n'en a pas beaucoup et ça concerne vraiment principalement la bande tempérée. Euh, voilà. Bien, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Pardon. Du coup, on va juste peut-être conclure la session. Merci à tous de votre participation. Merci à vous, surtout aussi, professeur Lemaignan, pour cette intervention très complète. À nos auditeurs, du coup, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre toutes nos actualités et on vous donne rendez-vous pour la prochaine session live le 17 octobre autour de la coqueluche avec professeur Cohen. Donc, merci à vous, professeur, et on se dit peut-être à bientôt. Merci à vous, à bientôt, merci à toutes et tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.